L'expérience qu'on va faire aujourd'hui va viser à s'approprier, vérifier le théorème de l'énergie cinétique. Donc, en fait, le théorème de l'énergie cinétique, d'abord, ça dit que lorsqu'on fait un travail sur un objet, ça va augmenter son énergie cinétique. Si le travail est négatif, ça va diminuer son énergie cinétique. Donc, dans notre expérience qui est ici, ce qui va faire le travail, ça va être le ressort. Donc, le ressort qui est là va tirer sur un objet, le chariot, et en tirant sur un objet, donc sur une certaine distance, le ressort fait du travail. Ce travail-là va se transformer en énergie cinétique. Donc, l'objet, c'est le chariot qui est ici. On va avoir la masse tout à l'heure, on va la peser, donc on va avoir la masse qui est là. On a le ressort, et le ressort est sur un rail. Le but du rail ici, puis des roulettes qui sont en dessous, c'est d'essayer d'éliminer le plus possible une autre force que la force du ressort, qui est la force de friction. On a déjà utilisé ce montage-là dans une autre expérience. Vous savez qu'on a négligé la friction aussi dans cette expérience-là, avec un succès plus ou moins important. Donc, c'est sûr qu'ici, ça va être encore un défaut de notre montage, c'est qu'on néglige la friction, qui est une force qu'on sait qu'elle est quand même un peu présente. Donc, ça va quand même un petit peu influencer l'expérience. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme capteur? Ici, à l'autre bout, ce capteur-là, c'est un capteur de force. Alors, vous voyez que le ressort est attaché dessus. Donc, le capteur de force va mesurer à tout moment la force qui est appliquée sur lui, c'est-à-dire, en fait, la force que le ressort exerce à ce moment-là. Le ressort il est attaché à chaque extrémité. Donc, en fait, la force qui est exercée de ce côté-ci sur le ressort est égale à la force qui est exercée également de l'autre côté. Si on néglige la masse du ressort, c'est-à-dire on fait somme des forces sur le ressort égale 0, en fait, on néglige la masse du ressort, c'est-à-dire son accélération en faisant ça. Donc, on suppose qu'on a la même force de chaque côté. L'autre capteur qu'on a, c'est celui-ci. Ça, c'est le capteur de position qu'on a déjà utilisé. Donc, lui, il envoie des sons qui vont revenir pour mesurer la position du chariot. Donc, on a la position d'un côté, puis de l'autre côté, le capteur de force. Les deux sont reliés à l'appareil qui est ici. Donc, on va avoir les deux en même temps. Et donc, l'expérience, je vais la faire immédiatement. J'étire tout simplement le ressort comme ceci, jusqu'ici. Puis maintenant, on va prendre des données. Donc, je pars le capteur. Voilà. Puis, je vais laisser aller comme ceci. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, pendant le mouvement, les deux capteurs ont enregistré la position et la force. Alors, on va avoir ça en fonction du temps, parce que les capteurs aussi, en fait, l'appareil mesure le temps. Donc, on va avoir trois données, le temps, la force et la position. Ici, on voit les données qu'on a obtenues avec les capteurs. Ces données-là, vous les avez. En fait, je vous les ai partagées, donc on va tous avoir les mêmes données. J'ai fait un petit peu de ménage déjà dans les données. Vous voyez que le temps commence à 0,4 secondes, finit à 1 seconde. Donc, j'ai coupé en fait les données qu'il y avait avant et après qui étaient inutiles. Donc, avant que je lâche le chariot, puis après que ce soit fini, le temps que je l'arrête. Donc, j'ai coupé des données au début et à la fin. Alors, on a le temps comme ça. Ensuite, on a la position X qui est donnée par le capteur. Donc, on commence à 12 cm du capteur environ, puis on finit à 68 cm du capteur environ. Ça, c'est toujours l'arrière du chariot, en fait, parce que le capteur mesure l'arrière du chariot. Puis on a aussi pour chaque point la force en newton qui était mesurée par le capteur. Alors, vous voyez 1,88 newton au début, 0,13 à la fin. Donc c'est logique, la force est plus élevée au début parce que le ressort était plus étiré, puis à la fin, ben, il est presque plus étiré notre ressort là, pour le dernier point, donc on a presque plus de force. Donc ça c'est nos données de base, plus la masse du chariot qu'on a pris également, on a toutes les données qu'il nous faut. Maintenant, on va analyser ici mathématiquement qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là. Alors, le théorème qu'on veut vérifier par ce labo-là, c'est le théorème de l'énergie cinétique que vous avez vu à la section 8.4. Ce théorème-là, donc, il nous dit que si on fait un travail sur le chariot, le travail total sur le chariot des différentes forces va être égal à la variation d'énergie cinétique. Donc, une demi mv carré, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, ici, on a finale moins initiale. Donc, on a effectivement la variation d'énergie cinétique. C'est sûr que notre tout premier point,
Au moment où je le lâche, la vitesse est nulle en fait. Mais bon, vous avez vu que j'ai coupé des données tout à l'heure. Donc en fait, le premier point, la vitesse ne sera pas nécessairement nulle. Ça pourrait être, c'est le premier point qu'on a enregistré tout simplement. Alors ça, c'est le théorème qu'on veut vérifier. Les deux termes qui sont à droite, ça va être assez facile à calculer. La masse, c'est la masse du chariot, donc ça, on l'a directement. La vitesse, ça, on va pouvoir l'obtenir à partir de la position. Un peu comme on a fait dans d'autres laboratoires. On a différentes positions, donc on va calculer la vitesse en prenant un petit intervalle. Un peu comme on a fait pour la chute libre, par exemple. Pour la vitesse d'un point, on va prendre la distance entre le point suivant et le point précédent, divisé par le temps qui s'est écoulé, et on va avoir la vitesse instantanée comme ça. Évidemment, on prend un petit intervalle, donc c'est toujours une approximation. Donc, on calcule la vitesse moyenne dans cet intervalle-là. Mais bref, on va pouvoir calculer la vitesse pour chacun des points. Donc, on va pouvoir calculer aussi l'énergie cinétique pour chacun des points. Pour ce qui est du travail, alors, qu'est-ce qui fait du travail dans ce cas-ci? C'est le ressort. Il n'y a pas d'autre force horizontale appliquée sur le chariot que la force du ressort. Évidemment, il y en a une, c'est la friction. Mais on néglige cette force-là. Donc, on va supposer que la seule force qui fait du travail sur le chariot, c'est le ressort. La formule pour calculer le travail d'un ressort, on l'a vu également dans le chapitre 8, c'est ceci. Donc, on a moins une demi K, la constante de rappel du ressort, fois XF. Ça serait l'étirement. Le X représente l'étirement du ressort. Donc, ça, c'est l'étirement final. Puis ensuite, on a ici plus une demi KXI, où I est XI, c'est-à-dire c'est l'étirement initial du ressort. Donc, ça, c'est le travail entre deux étirements, donc un étirement initial puis un étirement final. Maintenant, ici, je vais tout de suite faire un changement de notation. Au lieu d'appeler X l'étirement, je vais l'appeler L. La raison de ça, c'est que là, on va avoir deux X différents dans notre problème. On va avoir le X qui va représenter la position du chariot, mais la position du chariot, ça n'a rien à voir à l'étirement du ressort. En fait, il y a un lien, mais c'est pas, sont surtout pas égales. Alors, c'est pour ça que pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais faire le changement de notation qui est là. Donc, on va avoir une demi KLF et KLI. Alors, même si j'ai pris L, il faut penser que ce n'est pas la longueur du ressort ici, mais c'est vraiment son étirement à partir de sa position de repos. Donc, une petite modification de formule. Ensuite, on a nos deux formules. Donc, le théorème qu'on veut vérifier, puis le travail d'un ressort. Donc, en fait, comme c'est le ressort qui fait du travail, on peut le remplacer à gauche ici, et on va donc avoir cette formule-là. Donc, ça serait notre formule qu'on veut vérifier. On va la modifier un petit peu, on va la vérifier, mais sous une autre forme un petit peu. Si on regarde la formule, ici on a LF, donc l'étirement final puis l'étirement initial. De l'autre côté, on a la vitesse finale puis la vitesse initiale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les termes initiaux d'un côté puis les finaux d'un côté. Donc, si j'envoie le LF de l'autre côté, il s'en vient ici. Donc, je vais avoir, il va devenir plus une demi KLF. Puis le moins une demi MVI carré, je vais l'envoyer de l'autre côté, va devenir positif. Ce qui fait que là, à gauche, j'ai seulement des valeurs qui dépendent des conditions initiales, puis à droite, j'ai seulement des valeurs qui dépendent des conditions finales, donc la vitesse finale, puis l'étirement final du ressort. Donc je les réécris ici, et on va donner des noms pour chacun de ces termes-là. Donc une demi MV initiale au carré, c'est l'énergie cinétique initiale, donc KI. Une demi KLI carré, une demi KL carré, là on va prendre un petit peu d'avance sur le chapitre 9, on va appeler ça l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc le symbole, ça va être un U majuscule pour l'énergie potentielle élastique du ressort, puis le EL, c'est pour élastique, et le I, c'est pour initial. Donc une demi KL carré, donc une demi fois la constante de rappel fois l'étirement au carré d'un ressort, c'est son énergie élastique. De l'autre côté, évidemment, on a la même chose, l'énergie cinétique finale et l'énergie potentielle élastique finale. Et même qu'on peut aller un petit peu plus loin, la somme de ces deux quantités-là, donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique, on va appeler ça l'énergie totale du système. Donc le E majuscule ici, c'est l'énergie totale du système. Et réécrit comme ça, on peut dire que l'énergie totale du système initial et l'énergie totale finale,
est égal. On pourrait dire que ça ici, c'est un peu, si on veut, une autre variation du théorème de l'énergie cinétique. Et c'est donc sous cette forme-là qu'on va le vérifier. On va vérifier que l'énergie initiale et l'énergie finale sont égales. Et on va même faire un petit peu plus, parce qu'en fait, l'énergie finale, le point final, ça peut être n'importe quel point, en fait, qu'on choisit. Et on va, en fait, le vérifier pour chacun des points. Donc, si on revient un petit peu à nos données, on avait ces données-là ici, mais en fait, on va aller calculer l'énergie totale pour chacun de ces points-là, puis on va vérifier que pour tous les points, l'énergie est toujours la même. Ce serait égal à l'énergie initiale, c'est-à-dire celle du premier point. Donc on va vérifier que l'énergie totale est toujours la même. Ici, j'ai modifié un petit peu le tableau. Donc j'ai rajouté une colonne d'abord pour la vitesse. Elle est vide pour l'instant. Ça sera à vous de la calculer, la vitesse, à partir de la position et du temps. Ensuite, j'ai rajouté des colonnes. Donc la colonne E ici, c'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est une demi mv carré. Donc vous pourrez la calculer en prenant une demi m, la masse qu'on a pesée tout à l'heure, fois v au carré. Donc ça va être en fait la colonne qui est là, la vitesse au carré. Donc ça va être assez facilement calculable. Ensuite, on va calculer l'énergie potentielle élastique. C'est une demi KL au carré pour chacun des points. Je vais y revenir tantôt. Puis ensuite, le E, c'est la somme des deux. Donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça va nous donner l'énergie totale. Pour vérifier qu'elle est conservée, ça veut dire que le E total, cette colonne-là ici, devrait être constante en fait. Donc on va l'avoir ici pour la colonne. On va même tracer un graphique. Donc vous allez tracer un graphique où vous allez mettre l'énergie totale en fonction du temps. Ce graphique-là, si l'énergie est constante, ça devrait vous donner une droite horizontale. C'est le graphique attendu, dans le fond. Maintenant, je reviens un petit peu sur l'énergie potentielle élastique. Pour la calculer, il nous faut K, donc la constante de rappel du ressort. On va voir tantôt comment la calculer. Il nous faut aussi L, l'étirement. Nous, ce n'est pas l'étirement qu'on a ici, mais c'est plutôt la position du chariot. Donc, comment obtenir l'étirement du ressort à partir de la position du chariot? C'est ce qu'on va voir ici. On se rappelle d'abord que la force qu'un ressort exerce, c'est égal à moins KL. Donc, le K, la constante de rappel du ressort, et L, son étirement. Le signe moins, ça nous informe tout simplement que le ressort s'oppose à être étiré. Si je tire le ressort dans cette direction-là, la force va être en direction opposée. Donc, c'est juste ça que le signe moins nous rappelle. On va tout de suite l'enlever, en fait, parce que nous, ce que l'on a, c'est la force, le module de la force qui est mesuré par le capteur. Vous avez vu tantôt dans la colonne, les forces étaient toutes positives. Donc, en fait, on a le module de la force. Donc, on va enlever le signe moins comme ceci. Maintenant, l'étirement du ressort. Par exemple, sur l'image qui est là, quel serait l'étirement du ressort dans ce cas-ci? Bien, on aurait un endroit, quelque part ici, où le ressort est au repos. Si je le laisse aller, le ressort va être au repos. Nous, on voudrait, nous, ce qu'on a en fait comme mesure, c'est plutôt c'est X. Alors, vous voyez, le capteur qui est à l'autre bout ici, il mesure, en envoyant des sons, il mesure la position de l'arrière du chariot par rapport à lui. Donc, on voudrait être capable d'exprimer le L, l'étirement du ressort, en fonction de X. Alors, quand le ressort n'est pas étiré, supposons qu'il est ici, alors là, le chariot, il va être comme ça ici, il va être accroché au bout. Et ça serait, disons, le chariot, la position du chariot, lorsque le ressort n'est pas étiré du tout. Donc, sa position, c'est celle de l'arrière du chariot. Donc ça ici, ça, je pourrais appeler ça x0. Donc, la position de l'arrière du chariot lorsque le ressort n'est pas étiré. Donc ici, dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais dire que l'étirement du ressort, ça serait ça ici. Vous voyez, entre l'arrière du chariot lorsque le ressort n'est pas étiré, puis l'arrière du chariot ici présentement, bien cette distance-là, c'est l'étirement du ressort. Alors comment je l'obtiens? Alors on le voit bien sur le schéma, c'est x0 moins x. C'est ça qui va nous donner le L en fait. Alors on peut dire que l'étirement du ressort, c'est x0 moins x. Alors si je le remplace dans la formule qui est en haut, si je remplace le L par x0 moins x, en fait, je distribue le K, ça va donner kx0 moins kx. Donc, en fonction du x ce qui est mesuré par le capteur, on va avoir la force comme ceci.
Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ou comment on va pouvoir utiliser cette équation-là? Ben, on va se faire un graphique avec les données qu'on a. Nous, on a la force que le ressort nous a donnée en fonction de la position. Donc, on va faire un graphique, force en fonction de la position, et vous voyez que la pente du graphique, si on met le X sur l'axe horizontal, la pente du graphique va nous donner moins K. Donc, à partir de la pente, on va obtenir notre K. Puis, l'autre terme qui est là, Kx0, ben ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire que à partir de la pente, on va avoir le K. Puis à partir de l'ordonnée à l'origine, on va avoir K fois x0. Donc, on a juste à le diviser par la pente qui est K. Puis il va nous rester x0. Donc, le x0, ça va être l'endroit où le ressort, ou la position du chariot lorsque le ressort n'est pas étiré. Ça veut dire qu'ensuite, on va pouvoir toujours calculer le L en faisant x0 qu'on a trouvé ici, moins la position du chariot. Alors, je suis revenu ici dans les données. Ce que vous avez à faire comme travail, donc c'est partir d'ici, les données, faire d'abord le graphique de la force en fonction de x. Alors ça, vous les avez directement. Le graphique de la force en fonction de x, comme on vient de dire. Avec la pente, vous allez avoir k. Avec l'ordonnée à l'origine, vous allez être capable de trouver x0. À partir de ça, on pourrait même, tiens, ici, se faire une colonne de plus. Voilà, donc le L, l'étirement du ressort, ça serait, dans le fond, x0 moins x. Donc le x0 que vous avez trouvé dans le graphique, moins x. Et avec ça, on va être capable de calculer, une fois qu'on a l'étirement du ressort, on peut calculer l'énergie potentielle élastique en faisant une demi-K fois l'étirement au carré. Donc en fait, cette colonne-là au carré. Puis ensuite, l'énergie totale. Et dans le fond, ce qu'on veut vérifier, c'est que l'énergie totale reste constante, qu'elle est la même pour tous les points. On peut le vérifier sous forme de graphique. Donc là, vous allez faire un graphique de l'énergie en fonction du temps. Vous pourriez aussi, par curiosité, pour voir qu'est-ce que ça donne, mettre sur le même graphique deux autres séries, c'est-à-dire l'énergie cinétique en fonction du temps et l'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Autrement dit, les trois types d'énergie dans le même graphique. Alors, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, puis entre autres, l'énergie totale pour voir si elle est constante. Ce qui est à remettre, c'est simplement votre fichier Excel. Donc, le fichier Excel qui va ressembler à ça, dans le fond, mais rempli avec les différentes colonnes. Puis, les deux graphiques, donc force en fonction de la position, F en fonction de X, puis aussi les énergies en fonction du temps. Donc, ça fera deux graphiques. Vous pouvez le mettre sur des autres pages, le graphique d'ailleurs, au lieu de le laisser dans cette page-là. Donc, vous pourrez mettre le graphique sur d'autres pages ici, d'autres onglets. Puis donc, vous me remettez tout simplement ce fichier-là.